Chers amis, bonsoir, chers amis avides du savoir, bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Eh bien, ce soir, notre invité n'est autre que Nourdine Mamouzi, et nous allons parler de son dernier ouvrage intitulé Salihin, et c'est paru aux éditions Nassib. Bonsoir Nourdine. Bonsoir, monsieur Youssef Saïd. Ça va ? Ça va, ça va. Parfait. Bah, on se connaît déjà, vous connaissez déjà l'émission. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission. Très bien. Hein, c'est-à-dire que, il y a un journaliste, entre deux guillemets, qui anime l'émission qui s'appelle Votre serviteur, qui n'a jamais lu le livre et qui essaye d'en savoir un peu plus sur la vie et le quotidien de l'auteur. Hein, c'est bien ça ? Non, Voilà, pas du tout. Heureusement. C'est-à-dire que, si on veut, dans cet essai, parce qu'il s'agit réellement d'un essai, il est venu à la suite du déroulement du 23e Salon international du livre, puisque, en ma qualité d'organisateur, je suis, disons, full-time en contact avec tout le monde, et principalement avec des institutions respectables qui permettent de nous accompagner. Les corps constitués, d'une façon générale. Exact. Et là, je découvre une histoire qui m'a capté et qui m'a entraîné parce que, quelque part, il y avait des similitudes avec mon vécu, avec ma propre biographie. Et c'est une famille nombreuse qui, au lendemain de l'indépendance, se retrouve débarquée dans une cité populaire, mais au cœur même de la capitale. Et eux, toute la famille vient, elle n'est pas encore constituée avec, disons, toute la fratrie, parce qu'elle viendra avec le temps. Sauf que c'est des gens qui viennent de l'intérieur. Et donc, il y a un conflit entre la ruralité et la grande ville. Parce que les modes sociétaux ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, vous avez le côté conservateur, on tient beaucoup à la nuit, bien que on va le retrouver aussi au niveau des grandes agglomérations. Mais, disons, si on prend à titre d'exemple Alger, elle est ouverte sur le monde, c'est quand même la capitale. Donc, le père de cette famille va se retrouver un petit peu perdu. Mais avant qu'on rentre dans cela, dans le Mamouzi, parce que là vous êtes en train de nous raconter, si vous voulez, ce que j'appellerais moi presque le décorum. Oui. Si vous me permettez. Oui, oui. Ça, c'est l'histoire. Bon, je dirais, c'est la trame narrative. Oui. Mais avant que nous commencions par cela, essayons de voir les choses une par une. Oui. Si vous me le permettez. D'abord, ce n'est pas gratuit que vous citiez pour beaucoup dans votre ouvrage on pourrait appeler ça un écrivain spirituel, dans le sens spiritualité, un peu mystique, à la limite de l'ésotérisme. C'est le grand auteur brésilien Paulo Coelho, vous le mettez en exergue. Et puis, surtout, c'est qu'il y a, au début de votre ouvrage, ce qu'on appelle la note de l'auteur. Avant que nous rentrions dans qui est Ahmed, qui est Mokran, qui est Zohra, qui est un tel ou un tel, etc., la ville, le monde rural, la campagne, etc. Non. Vous commencez avec une note d'auteur qui est très, cinglante même. Sur... ça me rappelle un vieux feuilleton, le riche et le pauvre. Vous commencez quand même, c'est votre introduction. Oui. Sur qu'est-ce que le monde de la richesse, qu'est-ce que le monde de la pauvreté, comment ces deux mondes ne se rencontrent jamais, parce que le monde de la richesse ignore totalement
le monde de la pauvreté. Et secondo, qu'est-ce que la vraie richesse en ce bas monde? Bon, je l'ai fait à dessein. Ah oui, je me doute bien. Donc, il faut se garder en tout cas de prendre au premier degré déjà le titre. Salehin. Oui, je n'ai pas du tout la prétention de, si vous voulez, développer ou même d'analyser le côté ésotérique ou mystique ou même toutes les tendues religieuses de la pensée. Je n'ai pas cette prétention du tout. Non, mais pourtant vous le faites. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, dans le récit, qui est authentique, c'est une histoire vécue. D'accord, ça vous le dites au départ, récit authentique, Bien sûr, vous nous prévenez. Il est parti de rien, c'était un membre de la municipalité d'Alger, avec 11 personnes, et puis subitement, il y a une 12e, il y a une famille qui est recomposée, et qui est un sage éclairé. Donc, sans aller vers une autre lecture, c'est lui qui va accompagner cette famille, et toute cette famille va réussir. Et pardonner du peu, un spécialiste chercheur à Oxford College, actuellement en exercice, l'autre en microchirurgie, mais distingué, dans un pays étranger, l'autre procureur, l'autre professeur des universités, et tout ça, disons, par l'apport, je dirais, qualitatif, et sans contrepartie, parce que Mouqran est altruiste, c'est lui dont je veux parler. C'est quelqu'un. Non, là, vous parlez de Ahmed, le père de ces enfants-là. Le père, mais qui ramène Mouqran à, oui, alors, à un moment donné, Mouqran, ça va être la courroie de transmission. C'est bien ce que, Nordine Mamouzi, c'est bien ce que je vous dis, parce que je voudrais qu'on fasse une sorte presque de distinguo, n'est-ce pas, entre cette histoire qui est effectivement, comme vous le dites, qui est un récit authentique, qu'on peut résumer, excusez-moi, mais en 10 minutes. Je vais donner une autre grille de lecture. Mais il y a autre chose dans votre ouvrage. C'est un sujet up-to-date, comme on dit en anglais. Un peu up-to-date, c'est une copie. Bien sûr, c'est une copie conforme de ce que nous vivons actuellement. Il y a quand même, on ne peut pas être indifférent aux signaux que nous vivons, que nos enfants vivent, et que nous sommes dans l'attente de mutations profondes qui vont intervenir. Parce que c'est une société, vous venez de le dire vous-même, d'un côté vous avez des nantis, et de l'autre, vous avez, disons, des... Ouais, on attend presque parfois l'extrême pauvreté, hein. Pour pas dire la misère. Voilà, hein. Donc c'est une forme d'agression. Et donc c'est à travers, si vous voulez, cette trame que j'essaie de décrypter. De décrypter qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que je donne un point de vue, hein. Vous venez de l'annoncer à l'instant. On va aborder d'abord, ce n'est pas un roman, c'est un opuscule. Il y a 105, 107 pages. Oh ben non, c'est pas le nombre de pages qui va faire que ce soit un roman ou pas. J'essaie d'être bref et qu'il soit à la lecture du grand public, que tout le monde puisse le parcourir. Et puis, je laisse le lecteur décrypter de lui-même le message que je veux transmettre. Quand je dis un sujet up-to-date, actuel. Je vous donne, et ça c'est dans le web, tout le monde peut le consulter. Jeunesse connectée, système déconnecté. Et puis, jeunesse connectée, vous avez le logo du Wi-Fi. Et ça, je cite une anecdote de mon vécu professionnel. Parce que moi-même, je suis le produit de ce pays, et je suis fier d'être ce produit avec tout ce que j'ai vécu. À une certaine époque, j'ai été aux commandes, j'étais à la tête d'un institut supérieur orienté vers les sciences informatiques. D'accord. Et puis c'était les tout débuts du système Microsoft. Mais sauf que à cette époque-là, on n'avait pas encore l'Android, qui est le système d'exploitation qu'on va retrouver sur le smartphone, qui est ce téléphone intelligent.
Et donc, on consommait notre temps au niveau des cybercafés. Rappelez-vous, le cyber était full time. Il y avait tout le monde, et c'est avec le petit bonheur, la chance, qu'on pouvait avoir 1 heure de connexion et puis se brancher avec... Il y avait une soif. Dans cette masse que j'ai approchée, il y avait des jeunes qui avaient décroché par exemple pour passer du collège à la seconde ou du lycée à l'université. Et donc, ils ont très vite basculé vers le cyber pour établir des ponts. Certains qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger, tout ça. Et alors, à partir de là, j'ai découvert ce que beaucoup n'ont pas peut-être approché de ces jeunes-là. Vous savez qu'il y a des programmes qui sont des programmes ouverts, ils ne sont pas protégés. Le Linux, c'est un programme open source, comme on dit. Ces jeunes-là le maîtrisaient. Dans mon institut que j'ai dirigé, où j'ai formé des TS, où j'ai formé des ingénieurs d'application, il y avait des profs d'université. Attendez, excusez-moi, Mamouzi, je suis obligé un petit peu de remettre sur les rails. Hein. Okay, il faut revenir sur votre ouvrage, hein, oui. Parce que c'est pas une discussion ouverte sur l'informatique. On ne déporte pas là-dessus. Oui. Non. Revenons sur votre écrit. Je veux dire que c'est pas une... excusez-moi, hein, je vais être très franc avec vous, c'est pas une discussion ouverte sur le monde sociétal. Hein, d'une façon générale. Moi, j'ai lu votre ouvrage, donc je reste sur ce que vous avez écrit, pensé et écrit. Donc, il y a une histoire, effectivement, où on voit l'évolution de la société, notre société algérienne. On parle de la lutte de libération nationale, avec Ahmed, un des personnages principaux, qui a 15 ans à l'époque, qu'on marie parce que on ne veut pas qu'il aille en conscription obligatoire par l'armée française. Il est complètement dans le monde rural, hein, c'est un Hamas. C'est ça, et tout d'un coup, il va être projeté, je dirais presque par nécessité, hein, de vie sociale un peu meilleure, il va être projeté dans la grande ville, c'est-à-dire Alger, toute sa famille va le suivre. Hein, peut résumer l'idée de la narration, et puis on va voir l'évolution. Que ce soit un récit authentique, à la limite, je vais vous dire une chose, Noureddin Mamouzi, ça m'est complètement égal. Hein, parce que je peux écrire, par exemple, Les Misérables, hein, je ne suis pas Victor Hugo, mais je peux écrire Les Misérables et mettre en exergue, ceci est un récit authentique. N'est-ce pas c'est pas... après tout, vous savez, c'est un petit peu comme les films, pour attirer le chaland, il vous marque ce film est tiré de faits réels. Bon, je veux bien. Est-ce que ça change quant au fond à ce qu'un scénariste puisse écrire la trame d'un film qui peut être encore plus beau que la vie réelle, ou qui va décrire la vie réelle sous un autre angle? C'est quand même pas ça le fond de votre ouvrage. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pas ça le fond de votre ouvrage. Dans l'approche du thème, je précise qu'il y a plusieurs trames. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir uniquement le côté ésotérique ou le côté... quand même, il y a un personnage... c'est quelqu'un, Ahmed, qui a une famille excessivement nombreuse, presque 11 enfants, je crois, où... le 12e, il est recomposé. Bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve dans un ghetto, une sorte de bidonville, au Clos Salambier, dans une pièce où tout le monde est obligé... Bon, il y a une description terrible, d'ailleurs, du quotidien, avec sa femme Zohra, que j'appellerais femme courage. C'est une femme d'exception. D'ailleurs, à la limite, on peut l'assimiler à un genre, je dirais, de poétique élevée, qui la situe au rang de l'épopée, l'équivalent de l'épopée, parce qu'elle part d'un rien, et le résultat, on le connaît. Oui, mais... il est miraculeux. Oui, mais
le résultat, Oui. je dirais, c'est la résultante, je dirais, Okay. hein, du fait que à la fin, on apprend que ces 10 ou 11 enfants vont tous parfaitement bien réussir dans de domaines différents, oui. Et que lui est parti, c'était ce qu'on appelle un agent municipal, c'est-à-dire quelqu'un qui ramassait qu'on voit dans les rues de n'importe quelle ville d'Algérie et qui tente de rendre les rues propres. Exact. Bon, une petite main. Une petite main. Bon, à un moment donné, il a la chance de pouvoir un peu plus s'élever. Bon, oui. Donc, on voit bien que c'est la misère totale. On mange pas à sa faim, etc. Et mais est-ce que c'est ça? Parce que on pourrait être quelqu'un de ce gabarit-là, hein, oui. Venant d'un monde social très dur, oui. Hein, et puis devenir quelqu'un d'absolument ignoble et infect, et apprendre à ses enfants que c'est l'argent qui compte, donc on s'en fiche complètement de savoir si vous allez avoir fait des études, etc. Quelquefois, vous savez, c'est pas bon, mais non, mais il y a toute une réflexion, parce qu'à un moment donné, il ramène un 12e personnage dans sa famille, hein, qui est une sorte de semi-SDF, on ne sait pas très bien, une sorte d'ermite errant. Un personnage errant, voilà. Voilà, qui va lui insuffler, Ahmed, quelque chose qui est d'une importance capitale, et qui va faire que Ahmed et Zohra vont faire de leurs enfants, pas seulement qu'ils soient sortis de Oxford. Vous savez, vous pouvez sortir de Oxford et être un vilain garçon, hein, excusez-moi, hein, et être le pire des escrocs et des bandits. Hein. Vous savez, les Golden Boys qui sont à Wall Street, ils ont fait des études excessivement élevées, et ils sont arrivés à Harvard, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des escrocs et des bandits. Hein. Non, je veux dire le parcours d'où il part et son aboutissement. Et ce n'est pas un cas particulier, c'est toute la famille qui réussit. Oui. Donc, je précise que Mokran a été celui qui a boosté pratiquement tous les efforts. D'ailleurs, un par un, moi j'ai eu cet honneur de rencontrer cette famille, tous reconnaissent que c'est vrai, le père et la mère en jouent et le rôle qu'il fallait, mais que Mokran a été plus proche d'eux. C'est-à-dire qu'il était présent jusqu'à ce qu'ils le perdent de vue. Quand ils sont partis de cette cité-là, Ghetto, parce qu'ils se sont installés plus tard, dans des appartements, disons, plus évolutifs, quoi, où il y avait toutes les servitudes, Mokran, on l'a perdu de vue. On l'a pas perdu. Bon, je sais que vous êtes l'auteur, mais oui. J'ai excusez-moi, je vais être très, très direct. Oui. J'ai un plus grand ascendant sur vous, parce que vous êtes l'auteur, et moi je suis le lecteur. D'accord, ok. Alors, le lecteur, c'est lui l'essentiel, vous en êtes d'accord? Oui, oui, oui. Oui. Je suis ouvert. Bon, Mokran... C'est un personnage totalement symbolique. Peut-être qu'il n'existe même pas. C'est l'idée. Non, Mokran est non, mais je ne vous parle pas du récit authentique dans des Mamouzi. Oui. À la limite, laissez tomber le récit authentique. Qu'on vous dise que la personne qui vous a raconté cette histoire, n'est-ce pas, qui l'a vécue personnellement, bon, c'est une chose. Hein, mais par la suite, comment moi je vais écrire ce récit authentique, comme vous l'écrivez, je peux parfaitement dire, tout le monde, n'importe quel grand philosophe, n'importe quel grand romancier de par le monde, vous citez Marquez. Oui. Bon, alors on va prendre Marquez, excusez-moi, mais 90% ou peut-être 100% des ouvrages de Marquez, c'est parti de quoi? Effectivement, quelqu'un lui a raconté une histoire, etc. Mais il ne va pas dire, bon, moi, mon livre, c'est ça. Il crée même de nouveaux personnages, et des personnages qui n'existent pas. Et Mokran, excusez-moi,
il ne disparaît pas. Il est en fin de mission. C'est ce que je précise. Oui, non, mais c'est pas parce que eux se sont déplacés dans un autre appartement qu'il est important. Pas du tout, pas du tout. Il disparaît parce que ça y est, sa mission est terminée. Sa mission est terminée, c'est ce que je dis à la fin. Oui. C'est ce que je dis. Oui. Mais, si vous voulez, moi, ce qui m'a emporté, et là, j'essaie de me mettre à la place de l'auteur, parce que la fin, elle ne se passe pas du tout comme je l'écris. Bah oui. Donc ça ne devient plus un récit authentique. Non, la fin, c'est une fiction, parce qu'il faut donner à Mokran une autre dimension. Une autre dimension. Voilà. Et cette autre dimension, permettez du peu, mais elle est quand même énoblie, parce qu'il retrouve une autre communauté qui va encore lui donner davantage, si vous voulez, de réputation, parce qu'elle remonte du fond des âges, c'est-à-dire, et c'est à la suite d'un événement impromptu auquel personne ne s'attend. Et cet événement s'est déroulé, c'est vrai. Noureddin Mamouzi. Oui. Dans Salehin, oui. Ce qui m'a emporté dans votre récit ou peu importe dans votre ouvrage, n'est-ce pas, c'est que c'est ponctué, chaque chapitre sont ponctués par, je dirais, des phrases, c'est même pas des leçons, je dirais des pensées de Mokran. Hein? D'ailleurs, on ne sait même pas à qui il s'adresse. S'adresse-t-il directement à Ahmed ou s'adresse-t-il à un aéropage beaucoup plus large? En fin de compte, pour moi, il s'adresse à moi, en tant que lecteur. Oui. C'est ça. Pour moi, Mokran, il s'adresse à moi. À la limite, qui s'adresse à Ahmed ou qui ne s'adresse pas à Ahmed, etc. Vrai, il s'adresse à moi. Vrai, hein? Et je veux dire que c'est son discours qui va m'apporter quelque chose. Parce que bien souvent, son discours est difficile à comprendre. Quand je dis ésotérique, c'est pas dans le sens fantastico, je sais pas quoi. C'est ésotérique, c'est pas les magiciens et les ovnis. Hein. Non. Ésotérique, c'est dans le sens profond du terme, et même mystique. Hein. Bien, c'est ça. Il y a un passage qui, moi, personnellement, m'a touché, m'a marqué. Attention, je cite Paulo Coelho. C'est lorsque Ahmed, donc le compagnon de Mokran, est appelé à faire, à subir une mutation au niveau social et même professionnel, hein, d'accord. Et donc, parce que l'habitude est une seconde nature, le clair de la carrière d'Ahmed, il s'est passé au niveau de la ville d'Alger. Donc il a tissé des liens, c'était le protecteur des souffres-douleurs, si vous voulez. Si bien que lorsque ils apprennent qu'il va partir, il y a le responsable de tout ce personnel-là diurne, parce qu'il travaille beaucoup plus la nuit. Et puis le matin, quand on se lève, la ville est propre. Il a un échange avec Ahmed, il lui dit voilà, tu vas t'en aller, mais n'oublie jamais que tu es parti d'ici. Et puis à un moment donné, il s'adresse à Mokran parce que Mokran lui rend des visites au niveau du site ici à Alger. Il s'adresse au chef d'Ahmed, il lui dit voilà, moi je sais que vous avez des responsabilités humaines, matérielles, et même financière, et puis la responsabilité oblige. Mais moi, si vous considérez que je suis un parvenu ou une personne qui erre, vous devez admettre que je suis mieux que vous. Il lui dit en quoi vous êtes mieux que moi? Ça c'est le chef. C'est là où il réplique, c'est-à-dire le fait qu'il soit nanti de tous ses pouvoirs. Il lui dit, moi je suis mieux que vous. Pourquoi? Parce que j'ai la musique des sphères, j'ai les montagnes du monde entier, j'ai les rivières.
Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans mon âme. Donc on retrouve dans ce passage, je le cite exprès, si vous voulez, le côté altruiste, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait d'une manière désintéressée. Il n'attend pas, d'ailleurs, il n'est pas cupide, il n'est pas vaniteux. Il fait, comme vous l'avez bien souligné, cela parce qu'il considère qu'il a une mission à remplir. Et les enseignements, moi, que je tire de tout cela, c'est que, c'est vrai, comme vous dites, n'importe qui pourrait écrire un récit authentique. Et peut-être des récits qu'on n'a même pas la possibilité de penser que réellement ils se sont réalisés. Sauf que, lorsqu'on revient à cette histoire-là, on remarque que Muqran, à la fin, il est pleinement satisfait de la mission qu'il a accomplie parce qu'ils ont tous réussi. Et il peut partir la paix dans l'âme parce qu'il n'attendait rien en retour. Lui, ce qu'il attendait, si vous voulez, c'est beaucoup plus le bienfaiteur qu'il était et que sa mission se poursuive. D'accord? Parce que lorsqu'on va, encore, en essayant d'analyser un petit peu de près, avec une loupe, il y a des sciences cognitives qui sont mises en valeur parce que aujourd'hui, encore, et là je ne veux pas revenir à ce que, disons, on a évoqué au début, c'est-à-dire l'informatique, mais c'est l'heure des neurosciences, c'est l'heure du numérique, donc on peut voyager sans se déplacer. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc, le fait que tout le monde peut se rapprocher, le fait qu'il y ait une toile exactement, lui, il est certainement parti ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Oui. Écoutez. Exercice un petit peu. Non, c'est pas cela. C'est. Là, vous parlez de l'informatique, etc. Et tout ça. Bon, je parle de la toile. Non, je pourrais vous dire totalement l'inverse, sans me tromper. C'est-à-dire que la toile aussi a son énorme défaut, c'est que les gens ne se rencontrent plus, ne discutent plus. Si ce n'est à travers un outil qui s'appelle... Oui, c'est vrai. Bon, donc, oui, mais vous la savez, toile, admettez qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Oui, non, mais c'est exactement... Vous savez, c'est comme... vous avez pratiquement 200 ou 300 millions d'informations tous les jours. Si vous allez sur... je ne vais pas les citer pour ne pas donner de faire de publicité, sur les grands réseaux sociaux, etc. et tout cela, on sait aujourd'hui que, bien évidemment, pratiquement la moitié sont complètement faux. On peut dire tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Alors que, ben oui, parce qu'il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, j'affirme que... Je mets ça sur Facebook ou sur YouTube, je dis j'ai une information, etc. Bon, il n'y a pas de débat en réalité, c'est un faux débat. Alors vous savez, bon, j'en disconviens pas, il y a aussi des choses absolument merveilleuses concernant le savoir. Le verre, on peut le voir à demi. Oui. Plein, mais alors, demi-vide. Mais les GAFAM, c'est une réalité mais le discours profond de Muqran, dans cette famille qui l'a accueilli, et puis, bon, accueilli, en fin de compte, c'est pas ça pour lui l'important, c'est pas d'avoir un toit, puisque ce toit est complètement délabré. Oui. Il y a un mot qui est très important, je trouve, dans la façon dont Muqran vit. C'est que, en fait, en tout cas, moi je l'ai lu comme ça, peut-être que je me trompe totalement. Bon, il a son petit fourre-tout. Mais c'est extraordinaire, parce que son petit fourre-tout, bon, il ramène ce qu'il peut trouver dans les poubelles, ou ce qu'on peut lui donner, etc. Et tout ça, pour distribuer. Mais en réalité, c'est pas des nourritures terrestres, c'est ce qu'il donne, c'est des nourritures célestes. Son fourre-tout, c'est quoi? C'est
tout ce qu'il... C'est sa philosophie, sa foi, son mysticisme, son élévation, et il l'amène dans une petite besace complètement, je veux dire, complètement effilochée, etc. et tout ça. C'est quand il rentre dans cette maison avec son fourre-tout pour distribuer des nourritures, avant tout, ce sont des nourritures pour moi célestes. Vous savez, c'est pas la boîte de conserve qu'il trouve à moitié vide ou à moitié pleine. En tout cas, moi, sinon, ce serait désastreux. Et c'est cette lecture qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que vous convenez que c'est un milieu misérable. Oui. D'accord. Et donc, dans la misère, si vous voulez, dans la dignité, parce que on n'a pas, disons, étalé à tout le monde tous ces déficits et toutes ces privations que nous subissions. Je parle de cette famille. Donc, elle devient digne parce qu'à un moment donné, ça devient une école. Vous voyez? Et donc, c'est cela. C'est-à-dire que j'essaye de m'expliquer encore davantage. Mokran, quand il entre la nuit, bon, c'est vrai, un taudis, un ghetto, à la limite, il aurait pu être un SDF et il n'y aurait pas eu de différence. Et qui ramène sa besace, c'est plus de nourrir d'abord cet esprit, ouais, à travers ses comportements, à travers sa sagesse, à travers le message qu'il voulait faire passer. Bien sûr. Un altruisme, voilà. Comment tolérer l'autre. Je le dis. Il donne des leçons. Je dis qu'il était altruiste. Voilà. Oui, chaque fois, il donne des leçons, je dirais, de bonne morale. Oui. Il tente d'élever la conscience des gens qui font partie de cette famille, afin qu'ils n'oublient pas une chose. Pas qu'ils se souviennent que, voilà, on est parti d'une famille excessivement pauvre, et puis tout d'un coup, heureusement, on a réussi socialement. Étayé au départ avec une citation de Gabriel Garcia Marquez, qui veut tout dire. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un à terre, je lui tends la main pour le remettre debout. C'est un petit peu ce qui se passe entre Ahmed et Mokran. Non, mais encore une fois, alors il y a deux façons d'aborder. Je ne suis pas malheureusement écrivain ou auteur ou romancier. Oui. Quelqu'un vient et me raconte une histoire terrible, n'est-ce pas? Enfin, une histoire de sa vie personnelle terrible. Hein. Alors, où je fais du Zola, n'est-ce pas? Ah oui, donc je narre son histoire en recréant une sorte d'imaginaire, peut-être en rajoutant, en enlevant, etc. et tout ça. Bon, c'est ce qui est arrivé, hein, attention, hein, pour pas mal de ce qu'on appelle les romans dits réalistes, hein, que ce soit Hugo, que ce soit Zola ou autre. Bon, alors ça devient un roman réaliste, banco, d'accord, rien à dire. Ou je fais intervenir un personnage qui pour moi n'est plus un personnage, hein, qui est une leçon de vie, parce que il faut faire attention à une chose, parce qu'on peut rentrer emprunter une voie qui va être excessivement dangereuse. C'est celle de dire, bon, c'est quelqu'un qui est parti vraiment du plus bas des niveaux, et il a réussi à faire de ses enfants des gens qui sont l'un médecin en Angleterre, l'autre je sais pas quoi, etc. Non, c'est pas le message que je voulais faire. Ben voilà, le message. Parce qu'il peut en faire de ses enfants 5 enfants parfaitement bien diplômés, etc. Oui, et qui peuvent être au niveau humain zéro. C'est vrai. Zéro. Juste. Et puis, vous pouvez avoir la même personne, enfin, qui est dans le même milieu social, etc., et qui, malheureusement, pour des raisons X, Y ou Z, fait que ses enfants n'arrivent pas à s'élever socialement, et qui peuvent être des gens absolument merveilleux. On va essayer de raisonner par analogie, sinon. Et je prends comme repère ma propre expérience, d'accord, en tant que responsable, en tant que dirigeant, en tant que
je dirais, compétences ayant des comptes à rendre, on est audité à tout moment. Mais ça ne veut pas dire que l'audit, il faut voir ça d'une mauvaise façon. C'est-à-dire un censeur ou un juge, pas du tout. C'est-à-dire qu'on une sorte de police financière et puis on essaie de gestion. D'inculquer, on a abordé ce thème d'ailleurs tout à l'heure, on essaie d'inculquer que dans tout système, dans tout corps, il y a une séparation des fonctions. Chacun doit remplir le rôle pour lequel il est appelé à remplir. Il est missionné. D'accord ? Donc, l'auditeur, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il approche un corps et Dieu seul sait que je prends le risque, moi, d'essayer d'analyser une partie de cette société avec beaucoup c'est-à-dire d'inconnus dans mon équation. Lorsque donc l'auditeur essaie d'analyser un corps, il fait, ça c'est systématique, une cartographie des risques. Et puis, il va essayer d'éliminer le risque majeur. Et le risque majeur, l'auditeur, et puis même tous ceux qui luttent contre, le qualifient comme ça, brûle vite et brûle bien. Revenons à cette histoire. Cette famille, quand elle se retrouve dans ce ghetto, avec toutes les agressions, parce qu'il suffit de passer la rue d'à côté pour voir les nantis. C'est une délinquance extraordinaire. Donc on passe d'un extrême à un autre. C'est une forme d'agression, vous êtes d'accord? Et donc, il a plus de chances et plus de probabilités de basculer vers, disons, l'échec que vers la réussite. Oui. Et c'est pour cette raison que moi, je marque une halte dans cette observation-là, et j'en fais pas un fleuve. Je dis que cette famille-là mérite du respect parce que elle oui, était mais c'est pas ça le problème. Oui, pas que... je suis entièrement d'accord avec vous. Mais derrière les écrans, derrière les, si vous voulez, les trames, il y a ce personnage moral qui va jouer un rôle majeur. Voilà. Et le rôle qu'il va jouer, c'est d'être d'abord, et je dis, c'est un esprit éclairé. D'ailleurs, à un certain moment, on lui prête même le sobriquet de Saint-Patron, alors qu'il n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est venu... mais parce qu'il est porteur et de lumière et de savoir. Voilà. Et tout simplement d'honnêteté avec une éthique. Voilà ce qu'il apprend. C'est-à-dire que... parce que là... pourquoi, tout d'un coup, quelqu'un qui s'appelle Ahmed, qui est dans une situation absolument catastrophique sur le plan social, n'est-ce pas? Oui, qui a 11 bouches à nourrir, comme vous le dites si bien. Il va s'encombrer encore d'une autre. Oui, tout d'un coup, pourquoi serait-il fasciné par ce personnage un peu errant, je dirais une sorte de... Vous savez, allez, tiens, je veux dire, peut-être que ça ne plaira pas à certains, une sorte de Momo de la Casbah. Hein, c'est pas type, voilà, tout d'un coup qui peut déclamer des choses, une sorte de Diogène. C'est ça. Voilà, qui est capable de dire à Alexandre le Grand, pousse-toi parce que tu caches mon soleil. Hein, et puis, pourquoi il serait attiré par ce personnage? Tout simplement parce qu'il sent que peut-être que lui, Ahmed, pourrait déraper. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne parviendrait pas totalement, même s'il a une femme absolument admirable, peut-être à assumer à ce que non seulement ses enfants réussissent sur le plan social, hein, mais... dans sa propre vie. Non, c'est qu'il y a un fond qui est autre. Le fond autre, c'est, bon, tant pis, tu ne réussis pas parfaitement bien ta vie sociale, mais tu es un homme honnête, tu es un homme qui est tolérant, tu es un homme qui a une foi, quelle que soit la foi dans laquelle tu crois réellement des choses, et tu n'es pas corruptible, tu n'es pas corrompu, tu n'es pas corrupteur, c'est-à-dire, encore une fois, on confond souvent ce mot, c'est un moraliste, etc. Non, non, c'est ça le fond, ce qu'on appelle en philosophie la morale. Hein. Eh bien, tout d'un coup, Ahmed, moi je l'ai lu comme ça en tout cas, Ahmed, tout d'un coup il trouve ce personnage, mais qui est peut-être pas justement un personnage existant,
peut-être que c'est lui, Ahmed, qui se rend compte que c'est cela qu'il faut. Donc il crée pratiquement un personnage qui est une idée. Et tout d'un coup, il se dit, bon, c'est pas tout de faire sortir mes enfants de ce bourbier dans lequel je suis, hein, mais c'est qu'il faut que j'en fasse des gens, c'est bête à dire, des gens bien. Oui, ce qui est le plus difficile, hein. Ce qui est le plus difficile. Bon, mais admettez que ces réflexions-là, je les approche dans le... Mais bien sûr. Mais c'est ça que je voudrais, ce dont je voudrais qu'on discute. D'accord. Bon, disons, on ne cessera jamais d'insister que Mouqran, personnage fictif ou réel, a été, disons... Un révélateur. A été le révélateur, voilà, oui. Exactement. Et ça a été aussi l'artisan, disons, de cette réussite. Mais avant tout, pas matériel, mais beaucoup plus des esprits. Spirituel, oui. Parce que c'est une réussite, comme vous dites, spirituelle. C'est l'homme bon, comme on dit. Oui. Parce que, je précise dans le récit, depuis la nuit des temps, le bien et le mal se font la guerre. Depuis la nuit des temps, et c'est par la faute de l'homme. Parce que l'un peut-être possède plus que l'autre. Parce que l'un est plus éclairé que l'autre. Parce que l'un est moins éclairé que l'autre. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs je le dis dans le récit, je précise qu'une vie, c'est une suite de fragments. C'est une suite de tranches de vie. Et puis, il ne faut pas se poser de questions quand on arrive à la croisée des chemins pour voir son passé. On oublie son passé. Ce qui compte, c'est le présent et c'est ce qui va venir. Et donc, parce que Mouqran, aussi, il faut le citer, il est le témoin de la courbe, comment qu'elle évolue dans cette famille. Parce qu'il part, disons, des besoins les plus élémentaires, les primaires, comme on dit, et puis il va vivre aussi l'adolescence, le passage de l'adolescence de ces jeunes, de cette famille qui est devenue mature et tout ça. Et il sera aussi le témoin des différents paliers qu'ils ont, disons, acquis et qui n'ont pas posé beaucoup de problèmes. Donc, avec du recul, toute la sagesse, allez, on va dire spirituelle, qu'il essaie d'inculquer, commence à donner des fruits. Et pas forcément, disons, d'opulence au niveau de tous les besoins qui se faisaient ressentir, par exemple en termes vestimentaires ou en termes, je dirais même, de nourriture. Pas du tout, c'est beaucoup plus l'esprit qui... Oui, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui vient là, qui est amené dans cette famille, qui entre dans cette famille pour les nourritures terrestres. C'est quelqu'un qui va... Moi, je vais vous le dire, en toute franchise, Mamouzi, moi, ce qui m'a touché le plus dans votre ouvrage, Salihin, c'est une sorte de cri douloureux, qui passe à travers, effectivement, Mouqran, avant tout, un cri douloureux. Malheureusement, aujourd'hui, en ce 21e siècle, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel type de société où vous allez, quand vous dites moi j'aime bien les gens bons, altruistes et honnêtes, on vous rit au nez, on vous dit presque « mais tu es d'une naïveté, mon grand ». C'est-à-dire que c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la base même de ce qui pourrait être ce qu'on appelle, ce qui devrait être quand même les assises de la société, les assises de l'avenir de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, etc. Maintenant, pratiquement, combien de fois je n'ai pas entendu, malheureusement, des parents comme ça, dans la rue, dire ah oui, mais il faut bien qu'il mente un peu, ou parce que c'est comme ça qu'il va s'en sortir dans la vie. Oui. Parce que c'est une jungle dehors. Ah ben d'accord, si c'est comme ça, on va construire une énorme jungle,
Et puis on voit bien que dans notre société, au jour d'aujourd'hui, Oui. eh bien, le cri du cœur, ça a été de dire, eh bien, justement, on ne veut pas être des animaux dans une jungle. C'est ça. Stop à cela. Ça suffit maintenant. Et mais il y a... on peut être honnête, ça n'a rien de dégradant. Mais dans cette réflexion, il y a un passage qui est éloquent, Youssef. C'est que Moqran, parce que tous les jours que Dieu fait, maintenant il connaît tous les coins et les recoins. Personnage que j'ai créé ou qui a existé ou là, peu importe. Essayons d'analyser la chose. Il connaît tout le monde. Donc, il connaît celui qui est introduit le au niveau des hautes sphères, le caïd, comme vous dites, qui est parti d'un rien. Il connaît tous ceux qui essaient de se débrouiller pour s'en sortir des nasses. Il connaît également toutes les canailles là, qui ont une foi qui est dévoyée, parce que c'est pas du tout la pureté de l'âme telle qu'il la conçoit lui. Et là, c'est un procès qui est fait. Il faut seulement lire la trame. Et puis, il y a le fait que toute cette expérience, où est-ce qu'elle va le conduire? Elle va le conduire, à un moment donné, à faire, si vous voulez, à regarder un monde qui se démarque. C'est tous ceux qui ont perdu la raison, tous ceux qu'on qualifie à tort de fous. Mais en fait, et c'est dit dans le récit, le fou, il a tout perdu sauf la raison. C'est-à-dire que ceux qui sont fous, la cité des fous, c'est le monde réel que le fou essaye de regarder. Et je cite une anecdote, mais alors elle exprime tout. Il y a, à l'époque où on était encore à l'université, une collègue, voilà, parfois les cours se terminaient la nuit, et elle était obligée de prendre le train pour regagner l'Est, la capitale. Et puis, au niveau de la gare de Laga, qui est quand même juste à Béziers, disons, à l'époque là, les étudiants descendaient là-bas pour embarquer. Il y avait un fou. Et puis les filles avaient peur. Et puis, bien sûr. à l'époque là, elles avaient, et je respecte chacun dans sa tenue, j'ai pas besoin de dire plus que cela. Elles avaient peur de continuer pour tout simplement embarquer dans la voiture du train, parce qu'il était sur les quais. Et il n'était pas en mesure d'être publiquement, même s'il avait déconnecté, publiquement, sa tenue n'était pas correcte. Et donc, il y a une des étudiantes qui disait à ses collègues, c'est-à-dire vous ne pouvez pas y aller. Elles ont eu un peu de courage, elles ont continué. Et quand elles sont arrivées à sa hauteur, il a répliqué, moi au moins, mais vous me connaissez maintenant. Par contre, vous êtes en train de camoufler en fait tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas visible. Vous voyez ce que je veux dire? Moqran, il essaie à travers cette lecture-là, il dit il est fou parce qu'ils l'ont jamais agressé. Il dit qu'ils ont tout perdu sauf la raison. Il le dit. Voilà, un petit peu, c'est un message que... Et puis c'est quelqu'un qui a preuve en est, c'est que bon, il est très ami avec le Qaïd, mais là c'est presque dire c'est le Caïd, hein. C'est presque le Caïd, je dirais. C'est le Caïd, hein, qui vit dans un monde interlope. Hein, qui n'est pas très sain. Quand je dis copie conforme, je crois que le message passe. Hein. Mais il ne juge pas. Du tout. C'est ça qui est magnifique. C'est que Moqran ne juge strictement personne. Parce que c'est un homme bon. C'est un homme bon. Mais c'est pour ça que je vous dis, pour moi, dans l'idée de Mamouzi, c'est plus une idée, vous voyez, allez, je reprends la fameuse phrase de Coelho que vous citez pratiquement au départ. C'est Coelho avec cette phrase magnifique, mais vivez donc votre légende personnelle. Exact. Voilà. Moqran vit
Alors, dans le mot légende, Oui. il y a effectivement quelque chose qui est une sorte, pour moi, d'apparition. C'est plus une idée qu'un personnage de chair et de sang. Oui. Hein. Et peut-être que Admettez quand même dans cet essai, parce que pour moi je considère... Oui, c'est un essai. Hein. Admettez qu'il n'y a aucune lecture de parti pris ou d'extrémisme ou de... Pas du tout. J'essaye de donner une interprétation. C'est tout, pas plus. Je laisse le lecteur décrypter comme vous l'avez fait. Mais en tout cas, moi je suis satisfait de ce que vous avez compris comme lecture. Eh ben, moi, je suis satisfait de vous avoir lu, Nordin Mamouzi. Ça sera le mot de la fin de notre émission. Merci mille fois, Nordin Mamouzi, pour Salihin. Édition Nassib. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Expression Livre via soit Facebook, soit YouTube, tout simplement tapant en pianotant www.entvdz. Voilà. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Toujours, hein, la vieille formule, n'est-ce pas? Même jour, même heure, exactement la même punition pour vous qui avez la grande gentillesse de nous suivre depuis des années, ou pour vous qui commencez à découvrir cette expression livre qui est votre magazine littéraire sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore, Nordin Mamouzi. C'est moi.